Bonsoir à tous, bienvenue. Les Ivoiriens sous le choc après l'attaque d'une base militaire dans la commune d'Abobo. L'attaque non revendiquée a fait 3 morts parmi les assaillants et un blessé, désormais prisonnier. Un séminaire s'est ouvert ce mercredi à Abidjan. Il s'agit pour Patrick Hachi de définir avec ses ministres les actions prioritaires du gouvernement. Les conclusions sont attendues ce vendredi. Et puis, scène de joie et soulagement à Minneapolis après le verdict du procès de Derek Chauvin, l'ancien policier reconnu coupable du meurtre de George Floyd. Beaucoup ont le sentiment de vivre un moment historique. La Côte d'Ivoire à nouveau attaquée par des hommes armés non identifiés. Cette attaque perpétrée dans la nuit d'hier aujourd'hui contre une base militaire dans la commune d'Abobo a fait 3 morts parmi les assaillants et un blessé désormais prisonnier. Si selon un communiqué, la situation est sous contrôle, les riverains restent inquiets. Timé Danger, Mathurin Badé. 2e bataillon projetable des forces armées de Côte d'Ivoire d'Abobo-Ndotré. C'est cette base des forces commando engagées dans les opérations de lutte contre le terrorisme et de maintien de la paix qui a été la cible d'une attaque d'inconnus lourdement armés. Un assaut lancé à partir du nord du matin qui ne surprend guère les sentinelles de faction. Pour des militaires prêts à affronter des situations similaires, la riposte ne se fait pas attendre. Elle est immédiate et met en déroute la force ennemie, laquelle subit des pertes, comme le confirme un communiqué de l'état-major général des armées. Le bilan provisoire fait état de 3 tués, un blessé côté ennemi, ainsi que de nombreux matériels saisis. Sur les lieux, plusieurs heures après les combats, des impacts de balles et des traces de sang jonchent le sol et témoignent de la violence de l'assaut. Dans le quartier contigu à l'ex-camp de la force onusienne de maintien de la paix, le coup foiré fait ses effets avec des riverains cloîtrés chez eux. C'était chaud, vraiment chaud, traumatisant même. De 1h du matin jusqu'à 4h, vraiment, on était traumatisés. Très traumatisés. On est resté couché à plat, ventre. On ne pouvait même pas se lever de la terre parce qu'on avait peur d'avoir une balle. Vraiment, les enfants étaient choqués, vraiment, c'était pas bon. Vous voyez ma maman qui est là, elle ne se porte pas bien, elle était juste de passage. Elle devait repartir sur Amsokro, mais elle n'est pas pu partir. Donc on vit dans la peur. Cette commerçante brave la peur. Pas le cas pour ses clients. Dans le commerce, l'on se tourne alors le pouce. Pour de la situation de hier nuit là. Donc en tout cas, tout le monde est découragé ici même. On a préparé même, il n'y a pas de clients. Donc on a su comme ça, en tout cas, on est paniqué. Ces autres riverains ont une autre option, déserter la zone. La raison pour laquelle nous partons à Yopon, c'est que nous on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu hier. Ça fait que ça a traumatisé un peu les enfants. Donc, on préfère rentrer en famille pour le moment. Vraiment, on n'a pas dormi toute la nuit. Ils ont tiré toute la nuit. Tous vivent difficilement l'attaque. Leur souhait, le renforcement de la sécurité pour éviter de nouveaux bruits d'armes à feu et ne pas avoir à subir l'amer souvenir des années de crise dans le pays. Plus de ça, vraiment, on n'en veut même plus. Le traumatisme du passé n'est pas encore fini en nous-mêmes. On n'a pas encore fini de compenser les plaies là-même. Les séquelles même sont encore là. Mais pourquoi en ajouter encore? Nous sommes fatigués. Notons que le ratissage se poursuit dans ce quartier paisible, à la voie d'accès peu praticable. Objectif, déloger tout assaillant embusqué et redonner la sérénité aux populations apeurées. Redonner la sérénité aux Ivoiriens et favoriser le développement de la Côte d'Ivoire. C'est l'ambition du gouvernement de Patrick Hachi. Et pour y arriver, un séminaire s'est ouvert ce matin afin de définir les actions prioritaires. Pierre Dipomélin, Aruna Zeba. Le programme gouvernemental 2021-2023 avait déjà fait l'objet de travaux préparatoires au sein de chaque ministère. Au cours de ce séminaire gouvernemental, le premier de l'année, qui va durer 3 jours, il s'agira pour le chef du gouvernement et son équipe de décliner les priorités en lien avec les ressources du budget 2021 et la cohérence des actions dans un esprit participatif et de collégialité. Nous sommes un gouvernement de mission et nous serons un gouvernement de résultats. Parce qu'il ne saurait être question de faillir
dans la réalisation de la vision 2030 de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de son projet de société, une Côte d'Ivoire solidaire. Parce qu'il s'agira de propulser définitivement notre pays au rang des pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure avec, d'ici 10 ans, et pour le dire très simplement, une majorité d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes qui appartiendront avec leurs familles à la classe moyenne. Pour y parvenir, nous devrons travailler sans relâche, mobilisés et unis pour doubler le PIB par tête d'habitant en 10 ans. Pour y parvenir, nous devrons accorder un intérêt toujours plus crucial aux problématiques d'amélioration du capital humain. Nous devrons atteindre l'accès universel aux biens publics essentiels, l'électricité, l'eau potable, la santé, l'habitat ou la mobilité, mais aussi la connexion digitale dans ce siècle de toutes les mutations technologiques. Et ce, en continuant de toujours renforcer le caractère inclusif de notre croissance, afin de ramener le taux de pauvreté à moins de 20% de la population en 2030, contre 39% en 2018. Le Premier ministre Patrick Achié a également évoqué en autre objectif une administration au service du secteur privé, maillon essentiel de l'économie ivoirienne, afin de l'aider à croître. Les conclusions des travaux sont attendues vendredi prochain. Dans l'attente de ces conclusions, des organisations musulmanes et des structures caritatives ont reçu aujourd'hui de la Première Dame Dominique Ouattara des vivres et des non-vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA. Ces dons à destination des plus démunis de la communauté musulmane leur permettra de mieux aborder ce mois de Ramadan. Illustration de Timé Danger et Harouna Zeba. La Première Dame Dominique Ouattara soulage encore la communauté musulmane nationale en général et les plus vulnérables en particulier. Pour le Ramadan 2021, elle a mobilisé d'importants vivres et non-vivres. Un énième acte de bienfaisance qui s'inscrit dans l'esprit du Ramadan. Pendant le Ramadan, toutes les couches sociales sont soumises aux mêmes privations et chacun est enjoint d'assister les plus démunis. Ce qui fait du Ramadan le mois de la compassion par excellence. Quant à la Fondation Children of Africa, dont la mission principale est de venir au secours des plus démunis, elle met un point d'honneur à aider chaque année nos frères et sœurs musulmans vulnérables à s'acquitter plus sereinement du jeûne pendant le mois de Ramadan. Cet élan du cœur intervient dans un contexte d'épreuve avec le décès de personnalités politiques et religieuses, dont le guide suprême de la communauté musulmane ivoirienne, Feu Mamadou Traoré. La Première Dame invoque alors des prières des guides musulmans. Bien avant, organisations islamiques et structures caritatives traduisaient leur gratitude à la généreuse donatrice dont l'élan du cœur est un véritable ouf de soulagement. L'honneur me revient ce matin d'avoir été désigné par mes pairs pour vous témoigner au nom de la communauté musulmane toute notre admiration pour cette action de bienfaisance et de partage que vous n'avez de cesse de réaliser chaque année au profit de la communauté musulmane. Et s'il y a une mère Teresa bis à qui nous devons une reconnaissance toute particulière, c'est bien vous, Madame la Première Dame Dominique Ouattara. Vous venez de démontrer encore que votre dévouement pour l'action humanitaire ne s'est jamais démenti et ne souffre de l'ombre d'aucun doute. Notons que le don mis à la disposition des bénéficiaires dans le jardin du cabinet comprend de nombreux vivres et non-vivres et est évalué à 130 millions de francs CFA. Il s'agit entre autres de cartons de lait, de sucre, des sacs de riz et de tapis de prière. L'actualité, c'est aussi le manque d'eau potable dont souffrent les populations d'un quartier populaire d'Abobo, une situation devenue insoutenable. La colère est en train de monter. Salif Yadekwe, Tanguy Conan. Abobo, commune au nord d'Abidjan. Nous sommes au quartier Anankwa-Kouté 3. Ici,
l'accès est facilité par la construction de nouvelles voies depuis quelques semaines. Toute chose qui réjouit les populations, mais l'eau, élément essentiel dans le quotidien des populations, est une denrée très rare à Anankwa-Kouté 3. De quoi susciter la colère et l'indignation. On n'a pas l'eau. Où on est là même, depuis le matin, on n'a pas lavé. On n'a pas l'eau pour boire, on n'a pas l'eau pour laver. Où je suis là, je ne peux pas aller chercher l'eau. C'est mes petits-enfants, si je donne un bidon aujourd'hui, 3 jours, ils ne vont pas partir, ils sont petits. Dans des jours-là, on a mal. On va marcher jusqu'au loin là-bas pour gagner un seau. En tout cas, on ne peut pas vivre comme ça. Hein. Sans l'eau, l'homme ne peut pas vivre comme ça. Le patriarche Laurent Néné Djelibi, habitant ce quartier depuis les années 90, regrette cette situation. C'est mon fils qui vient à sa voiture, prendre un bidon pour aller chercher de l'eau hors du quartier avant que je ne me lave. Sinon, il n'y a pas l'eau à boire. On n'a pas l'eau à boire, on n'a pas l'eau pour préparer, on n'a pas l'eau même pour se laver. Quand tu vas à la selle, tu ne sais pas comment tu vas faire. Quand tu as une grande famille, moi par exemple, je dépense au moins 2000 francs par jour. Parce qu'on doit laver habits, on doit aller à la selle, on doit manger. Et tout ça, là, à chaque fois que le bidon se vide, il faut remplacer. C'est l'air qui passe dans le tuyau. Sinon, ce n'est pas l'eau. On est obligé de payer pour ne pas qu'on nous enlève nos compteurs. Pour cette doyenne du quartier, la situation est catastrophique. Elle aussi en appelle à un dénouement rapide. Depuis que je suis venue dans cette maison, ça me fait 5 ans. Je me lève toujours à 3 h du matin, à 1 h du matin. Une maman comme moi. Mais au moins, on trouve un peu. Mais dans ce 1 an, on s'en va là. Il n'y a pas de l'eau du tout, je paye de l'eau. De nombreux programmes et projets ont été initiés par l'État ivoirien à travers le ministère en charge de l'hydraulique pour approvisionner les ménages en eau potable. À Anankwa-Kouté 3, on attend impatiemment les fruits de ces actions. Après plus d'1 an d'activité en faveur de la paix en période électorale, l'heure est au bilan pour l'ONG WANEP Côte d'Ivoire. Le reportage de Brice Niawa et Kimo Eric. West Africa Network for Peace Building a présenté ce mardi 20 avril le bilan du projet nommé « La société civile engagée et mobilisée pour des élections pacifiques et crédibles en Côte d'Ivoire en 2020 ». Un travail qu'il a réalisé pendant 15 mois et qui s'est déroulé en 4 phases. Ce sont entre autres les échanges communautaires et le monitoring de la violence. Par rapport au débat citoyen, nous avons été nous-mêmes impressionnés par l'intérêt que ça a suscité, non seulement auprès des intervenants, mais auprès de la population. Si nos communautés sont solides, si elles savent elles-mêmes comment gérer les conflits qui ne peuvent pas être évités au sein des communautés, ils pourront avoir des chocs extérieurs, mais ils vont résister. C'est dans ce travail-là que le WANEP souhaite s'engager à fond, avec l'accompagnement de l'État, pourquoi pas. Ces activités ont eu pour effet positif d'instaurer un climat de paix et de confiance entre les communautés à travers un dialogue franc et constructif, s'est réjouie la coordinatrice du projet, avant de préciser que la quête de la paix doit être perpétuelle. Nous avons obtenu des résultats satisfaisants par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés. La paix même, de toute façon, elle n'est jamais acquise. Même quand on est en paix, il faut travailler à la maintenir. Au regard de tout ce qui s'est passé, nous pensons qu'il y a eu quand même un travail profond qui a été fait afin d'éviter le pire. Depuis le 1er avril 2021, le WANEP et ses partenaires sont en mission, toujours pour des élections apaisées et la paix en Côte d'Ivoire. Ce nouveau projet durera 6 mois. La direction Tambi, un village dans le département de Bondoukou. Il a été frappé par une tornade jeudi dernier, causant d'importants dégâts matériels. Plus de 50 maisons et 2 écoles primaires ont été ravagées. Les populations désemparées appellent à l'aide. Pierre Dipomela. Tout s'est passé si vite selon les témoins. Moins de 10 minutes ont suffi à une fine pluie, accompagnée d'un vent violent, pour faire des centaines de sans-abri à Tambi, village d'environ 8000 âmes, à une trentaine de kilomètres à l'est de Bondoukou. Ce jour-là,
2 écoles primaires, Tambi 1 et 2, ont été littéralement décoiffées en plein milieu d'année scolaire. Les élèves, accueillis dans d'autres écoles, créent le surnombre et obligent le système à passer à la double vacation. Comme on a été délocalisé, on a eu l'orage ou bien la tempête, il y a eu la tempête, donc on est venu à l'école 4. On a failli mourir parce que tu es assis en classe et il y a le toit qui quitte sur... On a eu très peur même. Mais Dieu fait grâce, il n'y a pas eu de blessés. On a décidé ensemble avec notre inspecteur de faire, comment on dirait, la double vacation. Voilà, en tant qu'on trouve une solution de façon rapide, pour pouvoir mettre la toiture sur le bâtiment qui a été décoiffé par le vent. Plus de 50 maisons sont aussi ravagées. Ces habitants se retrouvent dans des familles d'accueil. J'étais dedans au moment où la pluie venait avec le vent. Donc, il a fermé. Quand il a fermé net là, un coup, c'est quitté. Un coup, pour aller tomber. Bon, je ne me suis pas rendu compte. Au moment où il me retourné, je me suis retrouvé au dehors. Le vent a tout pris. Matelas ou quoi, tout est parti. Donc ici, il y a mon oncle et la vieille. Bon, on dort chez les gens actuellement, puisque la maison est gâtée. J'ai lancé un appel aujourd'hui au gouvernement parce que c'est toute la jeunesse de Tambi qui est touchée aujourd'hui. Toutes les personnes de bonne volonté puissent venir au secours de la population de Tambi. Le chef du village appelle à l'aide. C'est vraiment une grande tristesse pour moi de voir mon village dans cet état. Parmi les victimes, il y a des personnes âgées qui n'ont plus la force de travailler pour reconstruire leur maison. C'est pourquoi j'appelle à l'aide des autorités pour que les écoles dévastées soient rapidement réhabilitées. À Abidjan, le député de circonscription et le président de la mutuelle pour le développement de Tambi sont en réunion de crise. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Mais les dégâts matériels sont nombreux. Je viens de le dire, l'école de Tambi qui date de 1958, une des premières écoles de la zone, a été décoiffée. Il y a l'école de Walga, qui est aussi une école nouvellement construite, qui a été décoiffée. Le foyer des jeunes et plus de 100 personnes qui ont perdu pratiquement leur toiture au passage de ce vent. J'en appelle donc à la solidarité, j'en appelle à la mobilisation des cadres, pour que nos parents sentent qu'ils ont des fils ici, des cadres ici, sur qui ils peuvent compter chaque fois que des malheurs comme ce que nous venons de décrire arrivent dans nos villages. Il reste à peine un mois pour que l'année soit terminée, pour que les élèves puissent passer les examens. Donc, vu l'urgence, nous allons donc rapidement mobiliser le nécessaire pour pouvoir sauver le centre de Tambi. C'est un enjeu important pour nous. Et donc, on travaille dans ce sens-là. On a essayé d'aviser nos doyens d'âge qui sont à Abidjan ici. On a visé aussi les autorités politiques et nous-mêmes, le bureau de la mutuelle. On s'est penché sur la question pour voir dans l'immédiat qu'est-ce qu'on pourrait faire. En attendant, habitants et élèves de Tambi gardent l'espoir de retrouver leur maison et école réhabilitées. Je vous le disais, en titre, scène de joie et de soulagement hier soir à Minneapolis, après le verdict du procès de Derek Chauvin, l'ancien policier reconnu coupable du meurtre de George Floyd. Beaucoup ont le sentiment de vivre un moment historique, tant les condamnations de policiers sont rares aux États-Unis. Yéli Traoré. À l'issue de 3 semaines de procès sous haute tension de George Floyd, dans la ville de Minneapolis, nord des États-Unis, les 12 jurés d'origine ethnique diverses qui délibéraient depuis lundi ont conclu à la culpabilité de l'accusé sur les 3 chefs d'accusation qui le visaient. Déjà renvoyé des forces de l'ordre, Derek Chauvin, 45 ans, a été immédiatement menotté et écroué à l'énoncé du verdict. We, the jury, in the above entitled matter as to count 1, nous, le jury, en ce qui concerne le premier chef d'accusation, meurtre non intentionnel au second degré lors de la perpétration d'un crime, déclarons l'accusé coupable. Même titre que le verdict du deuxième chef d'accusation. Meurtre au 3e degré perpétrant un acte éminemment dangereux, déclarons l'accusé coupable. Même titre 3e chef d'accusation. Homicide involontaire au second degré, négligence coupable, création d'un risque déraisonnable, déclarons l'accusé coupable. La foule réunie à l'extérieur de la salle d'audience du centre-ville de Minneapolis a éclaté de joie après la condamnation de l'ancien policier blanc Derek Chauvin. Les frères de Floyd expriment leur soulagement après le verdict.
C'est important parce que nous avons besoin d'une victoire dans ces affaires. C'est très important. Nous l'avons eu. Et puis, je pense qu'on peut respirer un peu mieux maintenant. Je reçois des appels, je reçois des gens du Brésil, du Ghana, d'Allemagne, tout le monde, de Londres, d'Italie. Ils disent tous la même chose. Nous ne pourrons pas respirer tant que vous ne pourrez pas respirer. Aujourd'hui, nous pouvons à nouveau respirer. Des habitants de Houston, ayant connu George Floyd, réagissent également au verdict reconnaissant la culpabilité du policier. Il y a une justice pour mon coéquipier. C'est un fardeau qui m'a été enlevé. Je voulais juste ce qu'il y a de mieux pour lui, vous savez, et pour sa famille et ses enfants, pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter de leur avenir et que tout soit en ordre, vous savez. Le juge, Peter Cahill, prononcera sa sentence dans 8 semaines. Derek Chauvin encourt 12 ans et demi de prison, mais sa peine pourrait être rallongée si le magistrat conclut à l'existence de circonstances aggravantes. Le président américain Joe Biden estime que le verdict de culpabilité dans le meurtre à caractère raciste d'un homme noir par un policier est beaucoup trop rare et a appelé l'Amérique à lutter contre le racisme qui entache son âme. Et puis le Tchad dans l'incertitude après la mort du président Idriss Déby Itno, mort au front face aux rebelles du FACT à l'âge de 68 ans. Quelle transition désormais après la mise en place d'un conseil militaire dirigé par son fils. L'opposition dénonce un coup d'État institutionnel. Yéli Traoré. Après la mort d'Idriss Déby et la mise en place d'un conseil militaire de transition dirigé par un de ses fils, une charte de la transition prévoyant l'abrogation de la Constitution a été officialisée par la présidence tchadienne ce mercredi. Ce texte donne les pleins pouvoirs au général de corps d'armée Mahama Idriss Déby. Ce dernier occupe désormais les fonctions de président de la République, de chef de l'État et de chef suprême des armées. L'Assemblée nationale et le gouvernement ayant été dissous depuis hier. Le vice-président du Conseil militaire tchadien de transition, le général Chimandoum Tiraina, tente de rassurer. Nous voudrions rassurer l'opinion que les membres du Conseil militaire de transition vont rendre le pouvoir à un gouvernement civil, à l'issue des élections libres et démocratiques, dans un délai de 18 mois. Du côté de l'opposition, des représentants des principaux partis se sont réunis ce matin et ont dénoncé un coup d'État. Une trentaine de partis politiques de l'opposition démocratique appellent à l'instauration d'une transition dirigée par les civils à travers un dialogue inclusif. Des habitants de la capitale tchadienne, N'Djamena, évoquent également un coup d'État. C'est en d'autres termes un coup d'État que les gens organisent contre la population. Ce n'est pas contre le président, mais contre la population. Pourquoi? Parce que le président vient de décider automatiquement. Les gens oublient la Constitution. Coup d'État militaire, donc c'est pas normal. Le président de l'Assemblée est là, donc c'est lui qui doit prendre les choses en main. Mais on confie encore aux militaires, donc c'est la suite logique de Idriss Déby, donc je suis contre. Le Conseil militaire de transition a par ailleurs déclaré son engagement sur le front de la lutte contre le terrorisme, pour lequel, selon eux, le maréchal du Tchad s'est sacrifié. C'est dans ce contexte que le président Emmanuel Macron se rendra vendredi à N'Djamena pour prendre part aux obsèques du président Déby, selon le porte-parole du gouvernement français. Et c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez avec nous dans un instant. NCI Reportage avec un sujet ce soir sur les femmes de l'énergie. Excellente soirée à tous.